Enchantée d'être avec vous pour cette heure d'échange avec nos invités, que je remercie d'être présents. Donc, je suis Catherine Moine, la rédactrice en chef du média Alliancy. Alliancy donc, est un média dédié au numérique et business. Ce soir, nous avons comme événement dans ce que nous appelons un After Work Alliancy Connect, c'est-à-dire que c'est une présentation autour de start-up de l'innovation, enfin innovantes. Et ce soir, nous avons décidé de traiter principalement de l'innovation de rupture en partenariat avec le CNRS et en présence d'Antoine Petit. J'espère que tout le monde m'entend correctement. J'entends des bips un peu étranges. Alors, comment s'intègre effectivement, nous faisons un certain nombre, dans le cadre d'Alliancy Connect, notre communauté, un certain nombre d'événements. Ça peut être des dîners, des after-work, comme celui-ci dédié à l'innovation. Ça peut être aussi des événements plus grands, à plus grande audience, organisés en physique. Celui-ci est donc 100% digital. On le fait 2 fois par an, avec donc une sélection de start-up particulières, ce soir étant celle de la Deep Tech. Donc, effectivement, nous avons décidé de parler de Deep Tech. Alors déjà, qu'est-ce que sont les Deep Tech? Ce sont ces fameuses jeunes entreprises qui répondent aux grands défis de demain et qui sont à l'origine d'innovation de rupture. Ça nous a semblé important d'avoir ce thème parce qu'effectivement, d'une part, le gouvernement souhaite soutenir financièrement et pas seulement ces startups et ces innovations qui transforment la technologie, le monde de demain, parce qu'elles ont cette capacité effectivement à répondre à des défis qui sont importants pour la France et pour notre gouvernement et pour nous-mêmes, sur des sujets comme la santé, l'environnement, alors que je n'en oublie pas quand même, évidemment la microélectronique, le quantique, la recherche médicale, etc. Donc ce soir interviendront Antoine Petit, PDG du CNRS, pour nous parler justement de cette importance de la Deep Tech et comment on peut soutenir ces entreprises et ces innovations de rupture. Et ensuite, vous pourrez entendre 5 jeunes dirigeantes, cofondatrices, co-dirigeantes de ces startups très innovantes, dans leur aventure entrepreneuriale. Donc pour les illustrer justement, il y aura Maud Vinet, qui est CEO, cofondatrice de Cyquance, Katia Hilal, qui est COO et cofondatrice d'Amiral Technologies, Virginie Simon, qui est CEO de Beams, Emmanuelle Marciano-Roland, qui est CEO et cofondatrice d'Akemia, et Julie Racheline, qui est CEO et cofondatrice de Braintel. Voilà. Donc, elles prendront la parole tout à l'heure. Je vous les représenterai au moment voulu. Alors déjà, Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une première que nous faisons ensemble et qui a beaucoup de succès puisque vous êtes nombreux aujourd'hui à nous écouter en ligne. Donc alors, pourquoi c'était important effectivement la Deep Tech? Parce que je pense qu'on est arrivé à 10 ans après la French Tech, ce que tout le monde évidemment connaît et a entendu parler. Je pense qu'on est en une deuxième phase de l'évolution du secteur du numérique et donc la montée en puissance de la Deep Tech dans des domaines comme la santé, la cyber, l'agriculture, la transition écologique, etc. Donc, effectivement, ces startups apportent des solutions totalement innovantes. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée de qu'est-ce que ça représente, il y a 1800 startups Deep Tech en France. La 4e année du plan Deep Tech français a été présentée récemment et tous ces chiffres sortent. C'est une étude de BPI France. Donc, il y a 1800 startups Deep Tech. Elles représentent 50 000 emplois en France. Et elles sont au cœur de la dynamique économique de notre territoire. Et sachant qu'effectivement, BPI France et le gouvernement et les industriels aussi estiment que c'est un réel levier de réindustrialisation et de redynamisation de l'industrie au sens plus classique du terme. Donc, il y a également, pour soutenir justement toute cette innovation technologique, il y a un grand plan qui notamment les finance en partie, qui s'appelle le plan France 2030, où là, la France souhaite donc accélérer dans ce domaine et créer désormais 500 Deep Tech par an. L'an dernier, pour information, on était à peu près entre 300 et 320 entreprises Deep Tech créées. Et donc, pour y parvenir, d'où la présence évidemment du CNRS ce soir, il faut se rapprocher du monde de la recherche. Donc, alors,
justement, pourquoi est-ce important justement ce rapprochement entre, disons, l'industrie et le monde de la recherche? Et la question, je la pose à Antoine. Et du coup, en quoi la politique du CNRS, justement, répond à ce fameux rapprochement qui devient important aujourd'hui? Alors, merci Catherine, bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est vrai qu'on n'associe pas nécessairement CNRS et start-up, et pourtant c'est un tort, puisque nous, on crée depuis maintenant plusieurs années, chaque année, avec nos partenaires universitaires, bien sûr, entre 80 et 100 start-up dans à peu près tous les domaines. Et ça fait plusieurs années, par exemple, que nous avons un stand à Vivatech pour montrer ces start-up. Et les start-up qui sont créées par le CNRS, et encore une fois, ses partenaires, elles sont presque toujours par définition deep tech. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des start-up très bien qui ne sont pas deep tech, mais c'est pas les nôtres. Et deep tech, ça veut dire, pour être un peu simple, qu'il y a une technologie un peu aboutie qui est à l'origine de la création de la start-up. Et on peut dire que d'une certaine manière, plus les résultats de recherche fondamentaux qui sont en amont sont au meilleur niveau international, plus on a des chances d'avoir des produits qui soient disruptifs et donc une start-up qui soit couronnée de succès. Donc c'est pour ça que nous menons depuis des années une politique très incitative via une filiale que nous avons avec essentiellement le CNRS, mais dans laquelle il y a aussi BPI, qui s'appelle CNRS Innovation, dans laquelle à la fois on accompagne les chercheurs ou les chercheuses qui ont des projets de création de start-up. Puis ensuite, une fois que ces start-up sont créées, si elles le souhaitent, eh bien, on les accompagne aussi de façon à les mettre en contact avec les bons fonds d'investissement, les mettre aussi en contact parfois avec les partenaires industriels qui vont bien, les mettre parfois en contact entre elles. Et c'est tout ça qu'on fait au CNRS, c'est-à-dire au fond d'accompagner ce mouvement. Avoir cet objectif de 500 startups deep tech par an, c'est évidemment un objectif ambitieux. Bon, ce qu'il faut, c'est que ça soit aussi des starts qui soient vraiment up, parce que si c'est juste des starts, ça n'a pas un intérêt majeur, et ça, je pense que c'est un enjeu sur lequel on va revenir. Mais on considère que la recherche française, qui est quand même, quoi qu'on en dise, de qualité au niveau international, au fond, a les capacités à créer ces startups. C'est pour le CNRS, c'est vrai dans d'autres organismes de recherche, bien sûr. Et donc, il faut aussi accompagner le mouvement. Et un point important aussi, c'est aussi de convaincre, au fond, les chercheurs ou les chercheuses, que ce soit des chercheurs permanents, des chercheuses permanents, ou plus souvent des gens qui viennent de finir leur thèse ou qui sont en postdoc, que finalement, l'aventure start-up, c'est une aventure possible. Voilà, c'est tout ça qu'on essaye de rendre possible au CNRS. Dans le cadre de notre mission, la mission du CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale, mais c'est aussi de la mettre au service de la société. Et bien sûr, dans la société, il y a l'industrie, il y a l'emploi, parce que, tu l'as dit Catherine, les startups deep tech aujourd'hui, c'est considéré comme de l'ordre de 50 000 emplois. Nous, on considère que tous les startups qu'on a créées au CNRS depuis le début, ça représente de l'ordre de 60 000 emplois. Donc, on a des chiffres qui sont comparables. Et ça fait partie aussi de notre mission, c'est encore une fois faire une recherche qui est du meilleur niveau mondial possible, mais quand c'est pertinent, la transférer via des startups ou via d'autres outils, mais en l'occurrence, on parle des startups. Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels, justement, le CNRS trouve plus sa place que d'autres? Et comment vous travaillez par rapport aux secteurs d'activité très différents, par rapport à vos labos, etc. Comment ça marche? Alors, nous, on a, au CNRS, on a cette chance extraordinaire de couvrir tous les secteurs scientifiques. Et parfois, il y a des startups qui sont issues de laboratoires d'un domaine scientifique donné et qui se retrouvent à avoir des applications dans des domaines qui n'ont rien à voir. Un exemple, on a créé quelques années une startup qui est issue d'un laboratoire d'électronique, un laboratoire qu'on a avec Thales, c'est une autre façon de collaborer avec les industriels, et qui a fait des produits de luxe parce qu'ils ont trouvé un nouvel alliage d'or et surtout une nouvelle technologie de gravure. Donc, juste pour montrer un exemple que parfois, l'application n'est pas dans le domaine qui était initialement prévu. Et aussi, il arrive régulièrement que les résultats de recherche que nous produisons peuvent avoir des applications dans des domaines différents. Cela étant dit, il y a un domaine aujourd'hui dans lequel il y a beaucoup de création de start-up, c'est tout ce qui a trait à la santé, au sens large. Et même s'il y a l'INSERM qui est un organisme spécialisé dans la santé,
il se trouve que les technologies d'imagerie, les technologies de capteurs, les technologies de données qui sont développées dans les laboratoires du CNRS ont beaucoup d'applications dans le domaine de la santé. Donc, c'est probablement aujourd'hui, s'il fallait essayer de désigner un secteur, ce serait la santé. Et puis après, on a aussi des secteurs dans lesquels il y en a probablement moins des startups, mais des startups prometteuses. Et évidemment, on ne peut que penser au quantique. Parce qu'effectivement, la santé représente 45% de création de startups de la Deep Tech. Voilà, c'est à peu près les chiffres que nous avons au CNRS. Ouais. Et ce soir, il y a 3 startups de la santé sur les 5 avec nous. Donc, effectivement, on est totalement représentatif du mouvement. Et j'en profite, si tu me permets, Catherine, pour faire un tout petit peu de publicité, non pas pour le CNRS, mais pour une association qui vient de se créer, qui s'appelle l'association France Deep Tech, justement, qui a pour vocation de réunir à la fois les entrepreneurs, les investisseurs, les acteurs académiques, bien sûr les organismes de recherche, les industriels, les fournisseurs de services. Et c'est une association qui a été portée par Michel Lelandès de Mnes Capital et Charles Becbeler, et qui a été créée très récemment, puisqu'elle a été créée le 20 avril. Et le CNRS est très fier d'être parmi les premiers membres de l'association. On est déjà, je crois, pas loin d'une centaine. Et j'espère que toutes les startups qui nous écoutent et d'autres nous rejoindront. Je crois qu'avoir une association qui regroupe l'ensemble des acteurs dans un domaine aussi important est absolument essentiel. Et elle intègre également toute la partie finance d'ici? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. C'est Manu qui se trouve à l'origine de la chose. Alors, j'ai une question parce que, évidemment, je suis les startups depuis de nombreuses années. Souvent, on disait, ah oui, mais dans la recherche, les chercheurs ont du mal à créer des entreprises, c'est compliqué, justement, ce fameux essaimage, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle vague d'entrepreneurs dans tous vos labos de recherche, que ce soit au CNRS ou ailleurs? Est-ce qu'on voit émerger, justement, une volonté de fonctionner différemment, d'avancer différemment par rapport à la création d'entreprises? Je crois que de manière générale, les relations entre le monde industriel, d'une part, le monde académique, d'autre part, ont énormément changé depuis 30 ou 40 ans. Avant, pour être franc, on se regardait un peu au chien de faïence. Maintenant, on a compris tout l'intérêt qu'on avait à travailler ensemble. Ça peut se faire via les startups, je vais y revenir, mais ça peut se faire aussi via des laboratoires communs qu'on peut avoir avec des industriels. Aujourd'hui, on en a à peu près 250 au CNRS, dans lesquels on fait toujours notre métier, celui du CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale, mais nous le faisons sur des sujets qui ont été définis avec les acteurs industriels. Pour résumer d'une formule, un problème industriel, c'est souvent une jolie question scientifique. Et donc les chercheurs ou les chercheuses ont aussi compris que travailler avec des acteurs industriels, c'est avoir accès à de nouvelles questions scientifiques pour lesquelles ils peuvent faire fonctionner leur petite cellule base. Et puis il y a aussi le transfert via la création de start-up, et je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, comme dans d'autres pays, que dans nos labos, il y a plein de technologies qui ne demandent d'une certaine façon qu'à être transférées. Et les startups, qui est quand même un truc qui n'existait pas vraiment il y a 40 ans, sont probablement un excellent outil pour ça. Et c'est aussi un problème de mentalité, un problème d'écosystème qui est important. Je crois qu'il faut avoir tous les ingrédients pour que une startup se crée et se développe. Parce que nous, notre travail au CNRS, j'ai envie de dire, c'est presque de mettre les startups sur la ligne de départ. Et puis une fois qu'elles sont créées, elles sont d'une certaine façon indépendante, et c'est à elles d'avancer, même si beaucoup, dans le domaine de la deep tech, souhaitent garder des liens avec leur laboratoire d'origine pour être toujours à la pointe, et ça c'est un élément important. Je crois que oui, aujourd'hui, les mentalités ont vraiment changé, et tout le monde a bien compris l'intérêt de travailler ensemble, et je reprends l'exemple de cette association France Deep Tech, l'idée c'est vraiment de mettre tous les acteurs ensemble, des investisseurs au laboratoire de recherche, en passant par les entrepreneurs et les acteurs industriels. Tu as parlé de CNRS Innovation. Ça, c'est vraiment le bras armé du CNRS pour l'accompagnement des startups. Alors, c'est le bras armé du CNRS, bien sûr, mais CNRS Innovation s'appuie sur le millier de laboratoires que nous avons en France, essentiellement en France, même si on a quelques laboratoires à l'étranger. Encore une fois, laboratoires qui sont communs dans le système français avec les universités et les grandes écoles. Donc, c'est de ces laboratoires que naissent ces startups. On a mis sur pied un programme de prématuration qui est extrêmement important, qui permet, j'utilise
l'échelle TRL, juste pour être illustratif, mais même si elle n'est pas toujours pertinente, mais disons pour passer de l'invention, c'est-à-dire du résultat de recherche, c'est-à-dire TRL, je sais pas, 0 ou 1, comme il faut dire, à TRL 3, donc et à l'issue de cette phase qui dure de l'ordre de 1 an et demi, le diagnostic, c'est ou bien, bah non, c'est trop tôt pour faire le transfert, ça peut arriver, il faut l'accepter, ou le transfert peut se faire vers un acteur industriel déjà existant, ou oui, c'est la bonne manière de transférer, c'est la start-up. Et à ce moment-là, CNRS Innovation prend le relais. Et donc, il y a vraiment un continuum entre le travail qui est fait dans les laboratoires, la détection des idées, et puis on sait tous que avoir une bonne idée, c'est bien, mais il faut un produit, il faut des clients, et qu'il y a un monde entre avoir même une recherche disruptive qui peut donner lieu à des potentiels transferts et un transfert proprement dit. Et c'est ça aussi, tout ce travail d'accompagnement qui est fait par CNRS Innovation. Oui, de mentoring aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Et de mentoring, bien sûr. Avec Virginie. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer effectivement à la présentation des 5 startups. Donc, merci encore à toutes les 5 d'être là. Donc, je vais donner la parole à la première d'entre vous, qui est Maude Vinet, qui est CEO et donc cofondatrice de Sequence. Oh là là, ça y est, je l'ai bien dit. Donc, bonsoir Maude. Donc, Sequence a été créée en 2022, donc c'est vraiment une toute jeune start-up deep tech pour donc développer le premier ordinateur quantique. Donc, je laisse la parole à Maude pour nous expliquer justement l'objet de son travail quotidien. Merci Catherine. Et puis, c'est un super pont parce que Sequence, enfin la présentation d'Antoine est un super pont. Sequence est une start-up qui est issue du CEA et du CNRS et qui est le fruit d'une collaboration stratégique de plus de 15 ans. C'est des équipes qui bossaient ensemble, c'est devenu stratégique. Et comme tu viens de le dire, Sequence vise à développer et à commercialiser à terme une solution matérielle de calcul à très haute performance qui est basée sur le formalisme quantique. Et du coup, Sequence ambitionne vraiment de créer un processeur quantique qui va implémenter les algorithmes quantiques qui permettent de révolutionner le calcul et du coup de résoudre des nombreux problèmes qui sont à fort impact aujourd'hui. Typiquement, ce sont par exemple des calculs de conformation de protéines qui pourraient accélérer le temps de mise sur le marché des médicaments ou améliorer la synthèse des engrais. Ça serait aussi, par exemple, des calculs pour optimiser la distribution de l'énergie ou la répartition des véhicules dans les villes à forte densité de circulation. Mais là, on voit, je parle de une forte création de valeur dans l'industrie et la création de valeur à laquelle on pense, elle est de plus de 800 milliards de dollars pour toute l'industrie. Et concrètement, ça se traduit par un marché d'une trentaine de milliards de dollars pour les fournisseurs de matériel à une horizon d'une dizaine d'années. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine et faire le lien avec le CNRS et la Deep Tech, construire cet ordinateur, c'est aujourd'hui un vrai défi scientifique et technologique. Il existe déjà des prototypes avec quelques qubits quantiques qui sont l'unité de base et qui prouvent qui font la preuve de concept. Mais pour atteindre les promesses du quantique pour de vrai, il va falloir plusieurs millions, voire des milliards de bits quantiques. Et là, dans le passage du prototype, la complexité, elle est dans le passage du prototype et dans la mise à l'échelle. Et il y a encore beaucoup de sujets de recherche fondamentale qui sont concomitants de problèmes de plus d'industrialisation. Et là, les liens entre recherche fondamentale et industrie prennent vraiment tout leur sens. Et on a un enjeu de créer une vision pluridisciplinaire. Et donc c'est là que Sequence, on a identifié avec CEA et CNRS qu'on avait avancé suffisamment la recherche et que Sequence allait mettre un coup d'accélérateur pour porter l'industrialisation et qu'on mettait en place ces collaborations avec le CEA et le CNRS pour continuer à travailler ensemble et accélérer la qualité et le nombre des bits quantiques
qu'on allait pouvoir délivrer. Aujourd'hui, Sequence, c'est combien de personnes et comment vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a une levée de fonds, pas de levée de fonds? Enfin, pour la partie entreprise purement, ça marche comment? Alors, tu l'as dit là en introduction, on a été créé en novembre 2022 et là, on est déjà 10 personnes. On est en pleine levée de fonds qu'on vise de clôturer à la fin du premier semestre. Et cette levée de fonds, elle va nous permettre d'accélérer, d'améliorer la qualité des qubits qu'on va mettre en place. Nous, dans la partie entreprise, on prend en charge ces métiers qu'on appelle plus des métiers d'ingénierie et d'industrialisation. Et en parallèle, on a des accords de collaboration avec le CEA et le CNRS, travailler sur les questions de recherche. D'accord. Donc, levée de fonds d'ici la fin du premier semestre. Embauche, je suppose, également l'équipe grossit. Ouais. On vise à être une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. D'accord. Et peut-être quelque chose qui est vraiment très spécifique dans le quantique et en particulier à Sequence, on s'appuie sur un écosystème grenoblois qui est extrêmement dynamique en termes de fournisseurs et de partenaires. Grenoblois est national et ça permet vraiment de co-spécifier les performances des composants qui seront intégrés dans le système final. Oui, parce que justement, parce que tu avais dit justement qu'effectivement l'écosystème était extrêmement important. Quand cela, vous aviez une longueur d'avance. Et justement, en quoi il y a une longueur d'avance justement à être à Grenoble? Eh ben, être à Grenoble, alors on a une longueur d'avance sur nos compétiteurs internationaux. Et pourquoi on a cette longueur d'avance? Parce qu'à Grenoble, on a un écosystème où on a des gens qui fournissent de la cryogénie. Il y a le centre de Air liquide qui est sur site. On a Radial qui est une PME qui fait des câbles et des connecteurs en milieu hostile et ça nous permet avec eux de co-spécifier et de construire des roadmaps. Et il y a tout cet écosystème grenoblois qui fait un continuum entre la recherche, l'innovation et l'enseignement et l'industrie, qui est un écosystème qui existe et qui là est parfaitement adapté à soutenir l'innovation de rupture qui est le quantique. On a besoin à la fois de la science et à la fois de composants qui sont déjà commerciaux. Et on a tout cet écosystème qui est très supportif à Grenoble. Bon, ben, merci pour toutes ces précisions. Je regarde si j'ai quelques questions. Non, a priori, je n'en ai pas dans l'immédiat. Donc, je vais donner maintenant, merci beaucoup Maude, je vais donner la parole maintenant à Katia Hilal, donc, qui est la cofondatrice d'Amiral Technologies. Alors, Amiral Technologies travaille dans un tout autre secteur d'activité qui est l'industrie, si ce n'est qu'a priori, Maude offrira aussi un ordinateur quantique pour l'industrie demain. Mais Maude donc, développe des solutions de maintenance prédictive industrielle et justement en mode aveugle, ce qui est une spécificité de l'entreprise. Donc, je laisse la parole à Katia pour qu'elle nous explique l'objet d'Amiral. Merci Catherine. En effet, donc Amiral Technologies est une start-up créée en 2018, issue du CNRS de Grenoble également, donc spécifiquement du laboratoire JXLab. Notre spécificité est de pouvoir résoudre des problèmes de prédiction de panne dans des cas qui ne sont pas solubles par des approches traditionnelles, grâce à une innovation issue donc du JXLab qui est de traiter les données issues des capteurs des équipements industriels qu'on appelle les séries temporelles. Donc ça peut être des mesures physiques de vibration, de courant, de couple, de tension, etc. Eh bien, on a une innovation qui permet d'extraire automatiquement de ces séries temporelles des caractéristiques qui nous permettent de définir
si l'équipement est en bonne santé ou si l'équipement est en train de dériver vers une panne. Et donc, c'est tout ça, la définition du mode aveugle, c'est que nous pouvons en fait caractériser le bon fonctionnement de l'équipement industriel, c'est assez agnostique quel qu'il soit, sans besoin de données historiques de panne. Parce que les méthodes actuelles basées sur l'intelligence artificielle ont besoin de beaucoup de données historiques et surtout des données de toutes les pannes possibles et imaginables pour pouvoir apprendre et pouvoir les prédire. Nous, notre technologie permet de définir l'espace de normalité de l'équipement, comment on définit un équipement sain et du coup, par déduction, détecter les dérives, détecter les pannes potentielles, lancer les alertes. Alors, nous, on a presque 5 ans d'existence, donc on a fait une première levée, on a développé un logiciel, parce que notre objectif, c'est vraiment de vendre du logiciel et de démultiplier donc notre accès au marché pour les industriels sur plusieurs secteurs. Le logiciel s'appelle Diacfit et il est capable de, à partir donc des données issues des capteurs sur un équipement, plusieurs types d'équipements, de construire le modèle prédictif et de le mettre en application dans l'opérationnel. Donc, on a un mode qui construit, donc le build du modèle prédictif, et ensuite le run, où on met ce modèle, on écoute l'équipement et on lance des alertes si on découvre des pannes. Et l'opérateur de maintenance, il peut interagir avec ce logiciel en donnant des feedbacks sur la réalité du diagnostic, qui est automatiquement intégré dans l'algorithme qui réapprend de manière continue. Donc, nous sommes… Le client industriel idéal pour un tel logiciel, c'est quoi? Ce sont les grandes industries, ce sont les industries de process. Qui est le client idéal? Alors, le client idéal, c'est un client qui a un équipement critique, qui souhaite maximiser la disponibilité de son équipement, qui ne tolère pas l'arrêt. Par exemple, je prends par exemple le secteur aéronautique. Le cauchemar des opérateurs de l'aéronautique, c'est d'avoir un avion cloué au sol. Pareil dans l'énergie, dans le nucléaire, c'est d'arrêter la centrale pour un problème de fissure. Et donc, nous visons ces secteurs-là très critiques. Donc, en particulier le secteur du transport, qu'il soit aéronautique, maritime. On a par exemple la SNCF, Airbus, Valeo dans notre portefeuille Volvo. Et donc, ça, c'est un secteur d'équipement critique. Un autre secteur, c'est l'énergie. Donc, on travaille sur le nucléaire avec Westinghouse, Framatome. Nous sommes membres du Nuclear Valley. Et aussi les fournisseurs d'équipements pour leurs clients, donc les équipementiers. Je prends par exemple Thales, un équipementier dans l'électronique, ou Schneider par exemple. Et ces équipementiers, ils doivent fournir à leurs clients des services de maintenance. Et donc, ils ont tout intérêt d'anticiper la panne et de la régler avant qu'elle n'arrive pour maximiser le niveau de service vers leurs clients. J'ai juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les industriels sont moins frileux justement à utiliser ce type de logiciel? Enfin, qu'est-ce que tu dirais sur l'accueil que font ce type d'industriels? Ce sont des groupes difficiles à pénétrer quand on est une start-up. C'est quoi l'accueil avec de tels grands groupes? Alors oui, pour les grands groupes, on reste dans des organisations assez complexes. Ça veut dire que la prise de décision reste longue, reste plutôt politique. Il y a quand même quelques frilosités de voir l'innovation venant de l'extérieur et pas inventée à l'intérieur du groupe. Le syndrome de not invented here. On le rencontre assez souvent et ça freine. Il faut que les entreprises reconnaissent qu'en fait, ce qui est important, c'est le gain opérationnel qu'elles vont avoir. Ce n'est pas garder la maîtrise de tout ce qui est autour de leur cœur de métier. Plutôt laisser
les entreprises innover même autour dans leur écosystème et non pas tout maîtriser. Et il y a aussi dans ces entreprises toujours le pôle innovation qui est toujours très accueillant, qui est très ouvert aux innovations des startups, qui veut animer un écosystème. Et une fois que l'expérience est réussie, le dialogue avec les business units, avec l'opérationnel, reste quelque chose de compliqué. Et je pense que toutes les startups peuvent partager ce constat. Donc c'est toujours quelque chose qui reste à huiler, disons, avec les grands groupes. Tout à l'heure. Ouais. On verra ça également aussi avec les VC. Merci beaucoup, Katia. Je passe la parole à Virginie maintenant, Virginie Simon, qui est la CEO et cofondatrice de BIMS, et qui, donc BIMS, alors c'est la première des startups de la santé dont je parlais tout à l'heure, hein, donc qui développe et souhaite commercialiser des dispositifs médicaux d'aide à la chirurgie en oncologie. Mais Virginie va nous en dire plus tout de suite. À toi la parole, Virginie. Merci beaucoup, Catherine. Et bonjour à tous. Oui, donc c'est effectivement ça. Donc, BIMS, c'est aussi une spin-off du CNRS. Ça a été créé en mai 2021. Nous, on est basé à Paris et on développe des solutions d'imagerie intelligente pour améliorer le traitement du cancer. Donc, la première gamme de nos produits développés par BIMS vise vraiment à améliorer la chirurgie oncologique. Donc, cette stratégie thérapeutique est née d'un besoin clinique et majeur. Comme vous le savez peut-être, la chirurgie est le premier traitement contre le cancer. Or, le nombre de réinterventions pour une récidive locale reste encore très important et ça touche entre 20 et 50% des patients qui sont opérés, selon le type de tumeur. Donc, pour limiter la récidive locale, l'enjeu qui est extrêmement important, c'est pour le chirurgien, c'est que la chirurgie soit réalisée de la meilleure manière possible, c'est-à-dire enlever le maximum de tissus tumoraux tout en n'endommageant pas les tissus sains environnants. Donc, pour répondre à ce besoin, BIMS a développé une sonde qui s'appelle TRIOP, qui est brevetée à l'international et qui a été développée dans le laboratoire du CNRS IJC Lab à Paris-Saclay. Donc, c'est utilisé par le chirurgien et cette sonde couple deux fonctionnalités. Donc, la première, c'est une détection in situ de radiotraceurs émetteurs de particules bêta qui présente l'avantage de localiser les tissus cancéreux radiomarqués avec une sensibilité élevée. Et la deuxième fonctionnalité, c'est celle d'une aspiration des tissus mous sécrétion au sang. Alors, cette sonde, elle est universelle, elle peut être utilisée pour tout type de tumeurs solides. Et à terme, ce dispositif peut être également couplé à d'autres outils d'aide à la chirurgie. Donc, on a comme la navigation chirurgicale, la microscope opératoire, la robotique, et aussi à d'autres usages que la chirurgie ouverte. On va faire aussi un modèle endoscopique et couplé avec un outil d'exérèse. Donc, quelle que soit son association, la sonde permet au chirurgien de déterminer précisément, et ça, c'est vraiment une innovation majeure en temps réel, la localisation d'éventuels résidus tumoraux, et ce, à l'ordre du millimètre près. Donc, cette technologie va avoir un impact fort sur la suite du parcours patient, parce qu'on comprend bien que quand il y a une chirurgie qui est bien faite, eh bien, ça va à la fois diminuer le nombre de récidives, ça va réduire potentiellement les traitements adjuvants lourds qui sont associés, et donc ça va améliorer la durée et la qualité de vie des patients. Donc, ces bénéfices pour le patient, oui. Non, vas-y, termine. Je voulais après te poser une question particulière. Vas-y. Oui, et je voulais finir aussi sur l'explication du produit pour dire que ça va avoir un impact économique fort parce que ça va limiter le nombre de chirurgies de réintervention qui sont en général complexes et très coûteuses aussi. Alors, tu diriges l'entreprise et tu as créé l'entreprise avec donc un chirurgien, un chercheur, il me semble. Et il y avait un point sur lequel je voulais que tu reviennes, c'était comment vous étiez rencontrés. Oui, bien sûr. Alors, la rencontre en fait avec les fondateurs historiques du projet BIMS, c'est grâce au programme RISE du CNRS Innovation. Parce qu'à l'origine, moi j'ai un doctorat en cancérologie et là c'est ma deuxième entreprise. J'ai toujours été passionnée d'entrepreneuriat et en fait je portais depuis 10 ans ma première start-up en high-tech à la fois en Europe et aux États-Unis. Et le CNRS Innovation m'a proposé de devenir mentor et d'accompagner certains programmes des startups issus des premières promotions de l'accompagnement RISE.
Donc, j'ai évidemment accepté et j'ai choisi évidemment des startups qui sont en cancérologie. Et c'est là où j'ai pu faire la rencontre du professeur Stéphane Palfi, qui est neurochirurgien, chef de service à Henri Mondor, qui est à l'origine du besoin clinique de la technologie, et de Laurent Ménard, qui est enseignant-chercheur spécialisé en physique nucléaire, et c'est lui qui a mis en place avec ses équipes la technologie de la sonde. Et en fait, à force de les accompagner pendant plusieurs mois, j'ai trouvé le projet si innovant et si impactant pour la société que j'ai décidé de le porter. Et donc de créer l'entreprise ensemble. Effectivement, le programme de mentoring a eu un impact direct sur la création de Deep Tech. Merci beaucoup, Virginie. Je vais donner la parole maintenant, merci. Je vais donner la parole à Emmanuelle, donc Marciano Roland, qui est CEO et cofondatrice d'Akemia, qui va nous raconter donc l'aventure de son entreprise qui combine les algorithmes d'apprentissage automatique et de mécanique statistique pour générer des pistes meilleures et plus innovantes pour une cible donnée en termes de médicaments. Voilà, la parole est à toi, Emmanuelle. Merci. Merci, Catherine. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis cofondatrice et COO de la société Akemia, qu'on a créée en 2019 avec Maximilien Levesque, qui est donc CEO de la société, mais qui avant ça, en fait, dirigeait un groupe de recherche à Normal Sup en physique théorique. Et donc en fait, Akemia, c'est une spin-off de CNRS, PSL, ENS, Sorbonne Université. J'ai oublié personne. Et donc au-delà de ça, ce qu'on fait, c'est que donc nous, on est une plateforme de recherche de médicaments en accéléré, qui combine effectivement, comme tu as dit Catherine, une technologie d'IA générative et d'autre part de physique théorique, issue justement de Normal Sup. Donc on est un peu comme une sorte de, pour prendre un parallèle, parce que maintenant comme tout le monde commence à connaître, une sorte de ChatGPT. De la même manière que ChatGPT génère du texte en s'entraînant sur Internet, nous on génère des molécules en étant guidés par nos calculs de physique dans l'ordinateur. Sachant que, pour rebondir sur l'univers des deep tech, pourquoi Akemia est unique et une deep tech, c'est que les calculs physiques qui nous permettent de dire si une molécule est un futur candidat médicament ou pas, sont non seulement aussi précis que le leader du marché qui est l'américain, mais 10 000 fois plus rapides. Et ça, c'est grâce aux 12 années de recherche de mon associé quand il était à Normal Sup et puis avant ça au UK. Donc ça, c'est d'un point de vue technologique. Et donc, ce que cette technologie permet, c'est de trouver de manière plus efficace des candidats médicaments. Et donc, la façon dont on l'applique aujourd'hui, puisque la société existe depuis 4 ans, c'est non pas pour le vendre sous forme de logiciel, mais bien pour générer de la propriété intellectuelle sur de futurs candidats médicaments qu'on invente. Et donc, notre métier chez Akemia, c'est de développer nos propres projets de recherche de médicaments. Aujourd'hui, on en a une 12aine en cours qui s'étalent du tout début jusqu'à l'épreuve d'efficacité vivo pour les projets les plus avancés. Et on travaille aussi en collaboration avec des grands groupes pharmaceutiques, pour ceux qui sont publics, Sanofi, Servier, Janssen, pour chercher des médicaments sur leurs projets à eux. Et puis en termes d'actualité un peu plus corporate, donc on existe depuis 4 ans, on a levé un peu plus d'une 30aine de millions d'euros, notamment auprès de fonds de capital risque privés. Et on a une super équipe d'une 50aine de personnes en croissance et qui est vraiment à la croisée des chemins entre du machine learning, de la chimie, de la physique, et puis avec des Français, mais aussi un tiers d'internationaux qu'on a attirés, qui nous ont rejoints à Paris. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Alors j'ai une question parce qu'effectivement l'internationalisation d'entreprises comme les vôtres, c'est valable pour Akemia évidemment, mais pour toutes les deep tech, c'est un point important, c'est une question majeure, notamment dans le domaine de la santé, la biotech, la pharma, etc. Les États-Unis, c'est un peu l'incontournable. Comment justement aujourd'hui vous vous situez par rapport à l'international et si vous n'y êtes pas, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos envies? Pour rebondir sur ce que tu dis, très aligné, sur le marché de la recherche de médicaments, évidemment, on n'est pas une start-up en France qui cherche des médicaments pour des Français. C'est vraiment un sujet mondial et sur lesquels les US ont une empreinte très forte, puisque la moitié des dépenses de santé, grosso modo, du monde sont aux US. Beaucoup de pharma ont leur implantation là-bas. Et donc, pour le dire d'une manière différente, si en tant qu'Akemia, on a l'ambition de devenir une plateforme de génération de biotech mondiale, on a l'obligation d'avoir un pied aux États-Unis, notamment à Boston, qui est une ville très importante sur ces sujets-là. Et donc, où on en est aujourd'hui de ça? On en est au tout début, sachant que le point, c'est vraiment de commencer par créer un pont et créer de la confiance, je pense, avec à la fois les investisseurs, de futurs candidats au recrutement et des pharma américaines,
Parce que en gros, la question, c'est pourquoi elles iraient travailler avec des Français qu'elles connaissent pas plutôt que de travailler avec des Américains. Je pense qu'on a une science incroyable en France et plein d'atouts, notamment le fait qu'on est, c'est bête, mais moins cher qu'aux US pour faire plein de choses. Donc, il y a plein de bonnes choses. Cela étant dit, il faut créer ce lien de confiance et on en est là avec Akemia, c'est-à-dire que on va régulièrement avec mon associé aux US. On était par exemple à la conférence JP Morgan Healthcare en janvier, au Prix Galien en octobre dernier, à Bio dans 3 semaines en juin à Boston. Donc c'est vraiment quadriller l'écosystème américain pour se faire connaître, pour pouvoir ensuite créer probablement une antenne là-bas dans les prochains mois. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces explications. Et je donne la parole à Julie maintenant, Julie Racheline. Bonsoir, Julie, donc, qui est CEO et cofondatrice de BrainTail. Donc, BrainTail mesure le cerveau pour diagnostiquer, suivre et prédire l'évolution des maladies cérébrales, qui est un vrai sujet en ce moment. Ouais, merci beaucoup, Catherine. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Effectivement, moi j'ai le plaisir d'avoir cofondé BrainTail en 2018 et comme tu le disais, on mesure le cerveau et en fait cette mesure du cerveau, alors le CNRS était partie prenante, mais en réalité l'histoire vient plutôt de la PHP, d'une question clinique. Nous on est parti finalement de la question d'un médecin, le professeur Luc Basset, en je crois 2003-2004, qui cherchait à comprendre dans quel état se trouvait le cerveau des patients auxquels il était confronté en tant que chef de service de réanimation. Et après un certain nombre d'années d'exploration, on a abouti à une technologie basée sur l'IRM de diffusion, qui est une technologie liée à l'IRM bien sûr et qui va venir mesurer la façon dont l'eau va être contrainte ou non dans le tissu qui est observé. Et en fait, cette imagerie va permettre de donner une lecture quantitative de l'état de fonctionnement du cerveau. Alors, ça paraît un petit peu abstrait comme ça, mais en réalité, ce qu'on va venir mesurer, c'est la façon dont le cerveau est intègre ou pas. Et de façon assez intuitive, vous comprendrez que si le cerveau, si les câbles dans le cerveau sont fonctionnels, le cerveau va fonctionner. Si les câbles sont un petit peu abîmés, il va moins bien fonctionner. Et c'est ça qu'on va venir mesurer chez BrainTail avec une telle précision et avec évidemment tout un arsenal médical et d'accompagnement et de contextualisation générale qui va permettre de donner, comme le précisait Catherine, un diagnostic. Aujourd'hui, on a des données extrêmement encourageantes pour confirmer des diagnostics sur certaines maladies rares, comme la sclérose latérale amyotrophique ou les adrénoleucodystrophies, par exemple, pour pouvoir suivre l'évolution de certaines maladies. À nouveau, adrénoleucodystrophie, maladie d'Alzheimer. Je n'ai pas précisé qu'on avait aussi des données qui seront prochainement publiées extrêmement encourageantes pour les syndromes parkinsoniens et la maladie de Parkinson au sens large, mais aussi d'être capable de prédire l'évolution clinique d'un patient à partir d'une seule IRM de diffusion quand ce patient est dans le coma. Alors évidemment, c'est des cas très graves, mais on est capable d'accompagner on va dire la compréhension de l'état de retour à la conscience possible pour un patient. Alors, on est une medtech, on est spin-off de la PHP, on a une quinzaine d'années de recherche sur des études multicentriques internationales, européennes, etc., etc. Et puis, on est surtout dispositif médical numérique aujourd'hui. On a ce certificat CE qui nous permet d'être commercialisé. Donc, on est en phase de déploiement de nos solutions qui aujourd'hui sauvent des vies, qui sont vraiment utilisées à l'hôpital dans différents centres, et notamment au-delà de notre maison historique à la Pitié-Salpêtrière, avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui sont des ambassadeurs extrêmement prometteurs avec lesquels on a la chance de travailler. Et on a aujourd'hui cette ambition d'établir, j'ai pas peur de le dire, Emmanuel le précisait, il faut être capable de viser au moins les étoiles, si ce n'est plus, dans la galaxie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'établir un nouveau standard de mesure du cerveau et d'amener une mesure complémentaire à tout ce qui peut exister aujourd'hui pour améliorer la prise en charge des patients à l'hôpital, mais aussi la façon dont on développe des molécules dans le système nerveux central, qui aujourd'hui est un enjeu majeur, au-delà du vieillissement de la population et des maladies qui se développent. C'est finalement l'un des domaines que l'industrie pharmaceutique a probablement négligé. Donc j'encourage Akemia à se focaliser sur ce sujet-là. J'aurai le plaisir d'en parler, Emmanuel, ensemble, j'espère bientôt.
Voilà. J'ai une question. La rencontre avec les cofondateurs de Braintel s'est faite donc dans le cadre d'une structure qui s'appelle l'Alliance. Est-ce que tu pourrais en dire un mot de cette structure? Oui, bien sûr, absolument, Catherine. Alors, qui résonne d'ailleurs avec Alliancy et puis avec le CNRS aussi d'ailleurs. Donc, l'Alliance, c'est un intégrateur d'innovation que j'ai créé en 2015. On a accompagné un peu plus de 90 entreprises jusqu'à aujourd'hui. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est de construire l'environnement favorable au succès des innovations dans la santé. Et pour ça, on a différents panels d'intervention, mais ce sont surtout des parcours sur mesure. C'est une façon d'accompagner un porteur de projet ou une institution. Et on a le plaisir de travailler avec CNRS Innovation depuis quelques années aussi dans cette logique-là. On avait d'ailleurs rencontré le projet BIMS avant l'arrivée de Virginie, donc de voir que les projets se développent de façon probablement au-delà de ce qu'on avait pu imaginer et une satisfaction pour nous aussi, au-delà de celle d'Antoine, j'imagine, et du CNRS. Et puis, petite précision, chez l'Alliance, on est immergé à l'hôpital parce que quand on veut parler de la santé ou des produits de santé, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait finalement cette vision du soin, du clinicien, du patient. Et ce lien avec l'écosystème hospitalier est quelque chose dont on est très fier et qui nous permet d'accompagner les entreprises avec lesquelles on travaille de façon, j'espère, efficace. Merci beaucoup. Et merci à toutes les 5 pour cette présentation. Maintenant, nous allons juste échanger sur la dernière partie qui nous reste, sur le financement des deep tech, qui est pour moi un sujet, enfin, qui est, je pense, un sujet important. D'une part, parce que les deep tech, comme vous l'avez expliqué, quelque part, ce sont des aventures sur un temps long en termes de recherche avant d'être complètement opérationnel sur le marché, donc qui nécessite des fonds bien avant d'avoir quelque part peut-être des revenus. Donc, j'ai une question surtout pour Antoine pour commencer. Justement, alors l'argent, c'est le nerf de la guerre dans ce domaine. Qui est compétent pour financer les deep tech finalement? Pour l'amorçage, les gros tickets, enfin, comment on peut voir un peu, est-ce qu'on peut faire un schéma du financement de la deep tech? Peut-être je suis le moins compétent de nous 6 pour répondre à cette question parce que le CNRS, lui, n'est pas une deep tech, hein, c'est plutôt il y a du deep à l'intérieur, mais on n'est pas vraiment une start-up. Ce qui nous semble important pour le financement, et ça, je crois que c'est aussi un message qu'il faut faire passer, c'est que nous prenons exceptionnellement rarement des parts dans les boîtes parce que on pense que c'est les pénaliser, au fond, au départ. Et que l'important, c'est de donner un maximum de possibilités aux porteurs de manière à ce qu'ils puissent trouver de l'argent. Et donc, on peut me dire, ah oui, mais ça veut dire que l'argent ne revient pas au CNRS. Mais j'ai envie de dire, s'il va revenir, mais indirectement, c'est-à-dire que si une start-up grandit, vend des produits, eh ben, elle va payer des impôts, elle va employer des gens, ces gens vont payer eux aussi des impôts. Et d'une certaine façon, ça reviendra à notre actionnaire numéro 1, qui est l'État, en espérant bien sûr que l'État nous renverra un peu de ses subsides. Mais je crois que c'est extrêmement important que si on veut faire en sorte que les deep tech se développent, il faut les mettre, tout à l'heure je parlais du fait de les mettre sur la ligne de départ, il ne faut pas les mettre sur la ligne de départ avec des boulets, sinon on court moins vite avec un boulet. Et après, par contre, on vit dans un écosystème français et européen qui a fait des gros efforts, je crois, en termes de financement. Mais on n'est pas encore au niveau de ce qu'on peut trouver aux États-Unis et en Asie. Et je pense que c'est un grand challenge, c'est-à-dire que à la fois pensée internationale est évidemment normale dans le domaine de la recherche, et c'est probablement normal dans à peu près tous les domaines des deep tech. Et d'un autre côté, c'est vrai que des startups qui ont été créées au départ sur la base d'idées développées dans les laboratoires français, on espère qu'elles vont garder une certaine activité en France ou en Europe. Et c'est un vrai challenge, mais c'est vraiment aux collègues qui portent ces deep tech au quotidien de faire état de leurs difficultés et peut-être des améliorations qui ont eu lieu au cours des dernières années. Alors justement, j'ai une question, répond qui veut. Comment justement gère-t-on cette notion de risque, sachant que sans preuve de rentabilité, quand on présente de tels projets parfois, comment on arrive justement à passer ce cap vis-à-vis des financeurs? Est-ce que l'une d'entre vous veut prendre la parole? Julie. Je veux bien dire quelque chose, Catherine, juste pour apporter un petit peu d'éléments complémentaires. Je pense que c'est pas qu'une question de risque, c'est aussi une question de valeur proposée.
Et je pense que dans les présentations des projets aujourd'hui, à chaque fois, il y a une valeur que la technologie vient servir. C'est pas juste pour la technologie qu'il y a un investissement ou quelque chose qui va être financé. C'est que ça doit avoir finalement une intention et ça doit répondre à un enjeu de business qui soit immédiat ou à terme. Et je crois que ça, c'est un petit peu le trait d'union. Si on n'est pas capable de trouver la valeur, effectivement, trouver le financement, en général, est extrêmement compliqué, voire impossible. Katia, je t'en prie. Il y a aussi un facteur qui joue énormément, en particulier pour les premières levées, c'est l'équipe. Il faut que les investisseurs soient convaincus que cette équipe va mener le projet jusqu'au bout et ils sont capables de le réussir. Donc, l'équipe, et c'est essentiel qu'elle soit pluridisciplinaire. Donc, il y a bien sûr la partie technologique, mais il faut quand même un entrepreneur avec un background assez solide dans tout ce qui est mise sur le marché, le commerce, le marketing, etc. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et bien sûr, les managers d'hommes. Il faut que ce soit des managers d'hommes qui sont capables d'emporter une équipe derrière eux et de construire cette entreprise. Donc, l'équipe de départ, les associés de départ, c'est vraiment un atout pour pouvoir lever, en particulier la première levée. Ouais, moi, je partage complètement. C'est vrai que là, on est sur notre première levée de fonds avec le projet Builds. On voit que c'est à la fois l'innovation, totalement disruptive, le marché et surtout l'équipe qui est vraiment essentielle. Et nous, là, on est en pleine levée de fonds. Il y a aussi la confiance qu'engendre la confiance. On a eu la chance, nous, en mars dernier, d'être sélectionné comme la start-up biotech, medtech dans laquelle investir en 2023 selon le magazine Challenge. Donc, nous, pour le moment, là, notre levée de fonds d'1,2 million, on est en train de la réaliser, surtout avec des professionnels de santé, des chirurgiens, des médecins, mais aussi des patients, des financiers. Enfin, voilà, toute personne qui sont convaincus en fait sur ce que l'on fait et qui veulent voir arriver au plus vite cet outil dans la main des chirurgiens pour faire une différence supplémentaire pour le traitement du cancer. Oui, donc on voit bien que aussi la présence d'organismes type CNRS ou d'organismes type BPI France, c'est important en termes de crédibilité aussi par rapport après à l'évolution de l'entreprise et à la crédibilité que pourront accorder d'autres financiers, disons, plus classiques. Vous êtes d'accord avec ça ? Peut-être pour rajouter, très aligné avec tout ce qui a été dit, et je pense que un peu ce que tu disais d'ailleurs au début, Catherine, sur le fait que la deep tech, c'est un peu la nouvelle vague, je pense que c'est aussi ce que pensent un certain nombre d'investisseurs, parce que ils arrivent un peu au bout de la énième, sans avoir un problème avec les marketplaces, mais façon de mettre en échange des acheteurs et des vendeurs, et le modèle a été tourné dans pas mal de sens, et donc c'est difficile aujourd'hui d'innover. Il y a beaucoup de parts de marché qui ont été prises sur ces sujets-là, et donc c'est quoi l'étape d'après qui peut donner des retours sur investissement pour les 10 prochaines années pour les VC? Et je pense qu'il y en a un certain nombre qui se rendent compte que c'est la deep tech. Et donc là, la question, ça va être effectivement, en se mettant à leur place, ils voient plein de sociétés où ils comprennent en fait pas grand-chose à la technologie, et c'est normal, c'est pas forcément leur métier. Donc d'où le point de crédibilité, à la fois sur le CV, on va dire, des fondateurs, mais aussi la capacité à créer de la confiance. Je rebondis sur ce que disait Virginie, ça, je pense que c'est ultra important. Et puis aussi, effectivement, l'accompagnement par surtout quand on est au tout début, par les institutions académiques dont les sociétés sont spin-off, je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur à des fonds d'investissement. On a eu la chance, nous, par exemple, de démarrer, d'être accompagnés par PSL Valorisation, qui a fait le lien avec notre premier fonds d'investissement. Et le fait qu'on ait une discussion à 3 a vraiment permis de rassurer sur, oui, il y a une licence qui va être mise en place, c'est pas encore tout à fait signé, mais c'est pas grave, on peut y aller. Et ça, vraiment, ça change la donne par rapport à sortir de nulle part et dire, nous, on a une super technologie, il faut nous croire sur parole. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont importantes à ticker dès le début. Alors, vous êtes 5 femmes entrepreneuses. Est-ce que ça, alors, on dit toujours que les femmes, il n'y en a pas assez dans la tech, dans l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que c'est complexe d'être une femme dans ce domaine, de montrer sa crédibilité par rapport à des projets aussi, disons, d'innovation de rupture? Vous diriez quoi, ou finalement pas plus que vos collègues masculins dans les équipes dans lesquelles vous participez? Virginie, tu veux dire quelque chose?
Oui, parce que moi, j'ai porté ma première société en high-tech et j'étais aussi à San Francisco et j'étais l'une des seules femmes et je me sentais vraiment seule. Là, en deep tech, il y a aussi beaucoup de solitude, je trouve, mais là, je porte le projet avec Estelle Dottorsi. Donc, on est 2 femmes porteuses du projet chez BIMS et donc, on est contente de montrer qu'on a un binôme féminin, montrer que ça change, peut-être même pouvoir servir d'exemple pour qu'il y ait plus de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat au féminin. Et ça peut être aussi une chance. Par exemple, il y a quelques jours, on a eu la nouvelle comme quoi on a reçu l'appel à projet européen Women Tech Europe. Donc, il y a eu 134 startups européennes qui ont été sélectionnées, dont nous. Donc, le fait d'être pour encourager aussi les femmes création d'entreprises innovantes. Donc, ça peut être aussi d'un point de vue positif, en fait, d'être aussi une femme porteuse de projet. Maud, Julie, Katia, je t'en prie. Oui, je partage qu'il y a beaucoup d'initiatives pour encourager les femmes de partout, etc. Je pense que moi, personnellement, j'ai pas trouvé de difficulté jusqu'au moment où je voulais lever des fonds. Et je trouvais que le monde des VC est un monde plutôt masculin. Et il faut savoir leur parler, il faut vraiment avoir leur code. Je pense qu'il n'y a pas encore l'adaptation entre les femmes entrepreneurs et VC en face. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a aussi un vrai Pour problème. rebondir. Ah, pardon, vas-y, Maud. Un métier très peu féminisé, les VC, hein, je précise également. Hein, donc, Ça dépend. Dans la santé, par exemple, il y a beaucoup de femmes. C'était justement, j'allais rebondir là-dessus, Katia. Dans la santé, moi, j'ai été même de leur côté de la barrière. Pendant une dizaine d'années, j'ai été VC moi-même. Et effectivement, il y a une proportion de femmes tout à fait remarquable, au moins sur l'écosystème européen de l'investissement, qui permet d'avoir une lecture qui n'est pas genrée de l'investissement, voire ses pratiques. C'est terrible de le dire comme ça, mais finalement, ça permet de cocher des cases dans les demandes RSE. Et aujourd'hui, les VC eux-mêmes sont contraints par les règles justement qui sont liées à la responsabilité sociale, enfin à tout ce qui est RSE d'entreprise, et donc ils sont obligés d'investir sur des entreprises avec des femmes cofondatrices et ou dirigeantes. Donc c'est positif sans être, en tout cas, un frein dans la santé, à mon sens. alors, Catherine, oui. peut-être un mot aussi. Moi, je voudrais juste témoigner qu'actuellement, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question des femmes et entrepreneuses et qu'on est enfin, moi, je suis extrêmement mise en lumière, mais je pense qu'il y a quand même un message à porter, c'est ce qu'on vient d'entendre. Enfin, le genre, c'est pas pour ça qu'on est là, en fait. Tout à fait. On laisse le bien, ça nous appartient. Et c'est vrai que moi, dans le domaine où je vis, la science, les nanotechnologies, la physique en particulier, sont des domaines qui sont encore considérés comme très masculins. C'est vrai que j'ai beaucoup de collègues hommes, mais en fait, je les vois pas, c'est pas le point. Je crois fortement en fait que ce que nous créons, les opportunités, c'est grâce à notre énergie, ce qui nous correspond dans le mode professionnel, c'est les compétences, l'implication, les qualités interpersonnelles qui doivent être jugées. Je pense que c'est des messages forts qu'on doit porter parce que là, c'est vrai qu'on incarne une réussite à la féminine, mais c'est pas ça notre point en fait. C'est pas ça qu'on incarne dans le monde professionnel. C'est des carrières scientifiques, de l'enthousiasme, de la rigueur, de la curiosité, de la persévérance, et c'est des messages. Mais ce sont aussi des rôles modèles. Vous avez aussi un rôle modèle pour justement pour toutes ces questions-là. Exactement. Et la légitimité, elle vient pas de notre genre ou de notre sexe. Elle vient vraiment des compétences ailleurs. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Bon, peut-être juste un dernier point pour compléter, c'est que je pense que par rapport au VC, en fait, j'ai jamais eu l'impression que nous, on a un couple de fondateurs, mon associé est un homme et moi une femme. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un sujet parce que j'étais une femme dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, jusqu'à ce que on débriefe avec Sista, qui fait un baromètre des femmes dans l'entrepreneuriat et dans le VC, etc. Et où en fait, on s'est rendu compte que nos 2 premiers gros investisseurs chez Akemia étaient dans le top 3 des VC qui
était le plus acquis, entre guillemets, aux causes de diversité. Et là, on se dit, cause ou conséquence. Donc voilà, je laisse les gens réfléchir là-dessus. Mais c'est sûr en tout cas, c'est sûr qu'il y a une évolution et qu'elle va dans le bon sens aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'on se pose la question et qu'on essaie de faire des choses. Merci en tout cas. Merci à toutes. Et nous arrivons au bout de cet événement digital. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, on a un message que je vous ferai passer, mais je vous le ferai passer à toutes. Je ne vais pas en parler là maintenant, mais je vous l'enverrai. Quelqu'un qui propose, qui dit « Je peux vous obtenir des clients à toutes et des investisseurs, hommes ou femmes ». Très cordialement. Donc, je vous transmettrai l'information. En tout cas, sachez qu'un article sera écrit sur cet événement. Vous aurez la possibilité de le voir également en replay. Vous pouvez également nous demander d'être mis en contact direct avec ces 6 personnes présentes ce soir. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour cette magnifique heure qu'on a passée ensemble. Vous pouvez suivre également l'actualité d'Alliancy Connect sur notre site Alliancy. Et ben merci. Bonsoir à toutes et à tous et au plaisir d'échanger à nouveau. Bonne continuation. Merci Catherine. Merci à tous. Au revoir Antoine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.